Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. Pour aujourd'hui, ce sera un épisode solo. Bienvenue dans ce premier épisode après le temps des fêtes dans Bleu Sags avec une grosse saison, une grosse fin de saison qui s'en vient pour les Saguenayens. Beaucoup de transactions dans le temps des fêtes. Yannick Jean qui a travaillé excessivement fort et tant mieux parce qu'au Centre Georges Vézina, on a vraiment un excellent spectacle. Probablement une des meilleures défensives qu'on a eues dans l'histoire des Sags ici du côté de Chicoutimi dans les dernières années. J'oserais même dire, pour certains vieux de la vieille, des dernières décennies. D'ailleurs, dans cette brigade défensive-là, on en a un qu'on aime bien gros. Alex Wang, l'invité d'aujourd'hui. Salut Alex! Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, merci. On en a déjà parlé ensemble dans le passé de ton contexte un peu familial parce qu'on s'entend que tu viens pas nécessairement d'une famille de hockey. Tu viens d'une famille chinoise, puis tu sais, tes parents étaient pas des grands fervents de hockey nécessairement, là. Ouais, mais tu sais, mes parents, quand j'étais jeune, ils regardaient pas ramasser le hockey, mais dès que je tombais en amour avec le sport, sont venus avec moi puis ils m'ont supporté depuis ce temps-ci. Donc, tu sais, je suis vraiment reconnaissant de ce qu'ils ont fait en termes de mon parcours de hockey. Puis, tu sais, il doit y avoir un moment aussi dans ta carrière où, tu sais, même toi, tes parents, OK, on réalise que notre jeune, il a du potentiel. Il peut aller plus loin. Même pour eux autres, ça a dû être un OK, tabarouette, c'est des talents cachés, des talents qu'on ne se serait pas douté que tu avais. C'est à quel moment? Ça a été quoi le déclic pour dire OK, Alex Wang, il a du talent pour jouer haut dans le hockey, là? C'est une excellente question. Je dirais pas que quand j'étais jeune, j'étais un joueur bourré de talent. Je dirais que c'est vraiment mon éthique de travail puis ma persévérance qui ont fait en sorte que je me suis démarqué en tant que joueur. Donc, je dirais que depuis que je suis jeune, on a toujours vu cette éthique de travail-là, mais vers la fin de la pandémie, quand j'étais Bantam 3, c'est là que j'ai commencé à dominer puis à être un excellent joueur sur la patinoire. Je pense que tu es aussi une éponge. Je me rappelle, je parlais avec Yannick Jean une année de ton potentiel. Je pense que c'était ton année de repêchage, puis il me disait ce joueur-là, il est comme à l'école. Dès qu'on lui dit quelque chose, il le retient. Au hockey, c'est exactement la même affaire. Il va te dire une consigne sur le banc, il va te dire une consigne à l'entraînement. Tu vas être capable de ramener ça sur la glace. Je pense que c'est une de tes forces aussi, ça. Ah ben merci, mais tu sais, je trouve qu'en tant que joueur de hockey, tu as toujours un moment où tu peux t'améliorer. Puis dans ce cas-ci, lorsque ton entraîneur il te donne des conseils, t'es mieux les appliquer parce que sinon, il va pas être trop content. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut t'écouter Yannick. Puis je trouve que depuis que je suis jeune, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont aidé à m'améliorer. Puis c'est pour ça que je suis un bon joueur de hockey aujourd'hui. Comment ça s'est passé, cette arrivée-là à Saguenay avec ta famille, tout ça? Parce que même pour eux, déjà, ils connaissaient la culture québécoise parce que tes parents sont déménagés à Montréal. Ouais. Après, t'es né, tout ça. Mais j'imagine que pour eux, même là, c'est une adaptation de venir découvrir une nouvelle région. Ouais. Là, on est loin des grands centres, on est loin de Montréal. Ici, il n'y a pas de quartier chinois, il n'y a pas de gens qui parlent leur langue nécessairement. Ouais. Comment s'est passée votre adaptation familiale à Saguenay? Je dirais qu'au début, on était vraiment excités de voir. En fait, c'est quand même une grosse ville, mais pas super grosse comparé à Montréal. Donc, on a été excités de voir comment les gens étaient. Puis, on a été super bien accueillis par les partisans. Puis, tous les gens autour de la ville ils ont été super gentils avec mes parents. Donc, on a été très bien accueillis. Puis, mes parents ont été très contents d'avoir vécu un an à Chicoutimi. C'est une expérience qui est vraiment inoubliable pour eux autres. Puis, je pense que ça a changé un peu leur façon de voir le Québec puis les plus petites villes, mettons. Puis je pense que même, on s'en parlait tantôt, ta mère a appris le français, là. Ouais. Ta mère est capable de parler, tu sais, elle sera pas, elle fera pas une exposé orale d'une heure, mais non, mais tu sais, elle a appris le français. Donc pour elle, ça veut dire qu'à quelque part, c'est important de l'apprendre, cette langue-là. Oui, c'est sûr qu'avec les gens du Saguenay, il y a une plus petite proportion de gens qui sont bilingues. Donc c'est sûr que être capable de comprendre puis de parler un peu français, c'était quelque chose d'important pour elle. Puis je suis vraiment fier qu'elle
qu'elle a pu bien apprendre le français. Et là, il faut savoir aussi que quand tu es débarqué ici, oui, tu étais avec ta famille. Et là, finalement, tu as décidé d'aller en famille d'accueil. Ouais. Parce que dans le fond, comme les autres joueurs, tes parents sont tournés à Montréal, eux? Ouais. Pourquoi, dans ton développement, tu t'es dit, OK, là, il est temps que la cohabitation familiale arrête, retourne à Montréal et moi, je m'en vais en famille d'accueil. Y avait-tu comme une stratégie là-dedans? Ou dans ton développement, tu étais rendu là? Ou dans le fond, c'était comme une décision mutuelle, je dirais. J'adore mes parents, puis je pense que tous les gars ici aiment leurs parents. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas leurs parents. Puis, selon moi, c'était une question de grandir, puis de vraiment vivre l'expérience junior à son meilleur. C'est sûr que avoir la nourriture de maman, c'est différent de la nourriture de mes parents de pension, même s'ils sont des excellents cuisinières. Je trouve que la première année junior, c'était beaucoup d'adaptation pour moi en termes de le hockey, le style de vie junior, le voyagement, le niveau de jeu, la grosseur des joueurs, la maturité des joueurs. Donc ça, c'était déjà un gros ajustement. Puis tu es arrivé très jeune ici. Oui. Là, puis aussi, je suis allé à l'école secondaire Dominique Racine. Donc c'était vraiment 2 gros ajustements que j'ai faits. Puis si tu ajoutais ça, par-dessus ça, habiter chez une famille de pension, c'est vraiment beaucoup d'ajustements pour un petit kid de 16 ans. Puis mes parents qui étaient capables de... puisque mon père travaillait à distance, puis ma mère ne travaillait pas. Donc, ils ont été capables de m'encadrer dans cette situation. C'est sûr que les autres gars, ils ont des frères et sœurs, puis leurs parents n'étaient pas capables de faire ça. Donc, je me sentais vraiment chanceux de les avoir la première année. T'enlèves ce stress-là, le stress, l'adaptation. Moi, tu le vis avec des gens qui sont proches de toi. Oui, puis tu sais, après ça, quand j'ai été vivre en pension, j'ai appris à cuisiner, j'ai appris à m'organiser. Fais-tu les recettes de ta mère? T'as appris ses secrets de cuisine? Non, c'est un peu trop avancé pour moi, mais je suis capable de faire mes déjeuners et tout, mais ma pension, il s'occupe très bien de moi, donc il n'y a pas de problème pour les dîners et soupers. Puis ta mère, mettons, quand tu vas à Montréal, tu retournes les boire quand tu as le temps, est-ce que tu ramènes des plats de mets chinois à profusion dans tes valises? Ou, Non, pas nécessairement, mais je suis habitué de manger les mets des 2 cultures, même à la maison, des fois, je mange des mets d'ici, donc j'ai vraiment pas de problème à manger de la nourriture d'ici. La spécialité de ta mère, c'est quoi? Je dirais les dumplings. Ça, c'est, oui. Ça, c'est, j'adore les dumplings. Quand c'est fait maison, c'est quelque chose d'autre. Là, pas que tu achètes au Costco puis sont congelés. Puis, eux autres sont bons, mais quand tu en manges maison, là, tu ne veux plus en manger dans les... eux qui sont congelés, donc c'est vraiment ça sa spécialité. Fait que là, tes parents, dans le fond, eux, ils viennent plus à tous les matchs nécessairement. J'imagine que sur la route, ils vont essayer d'y aller parce que, tu sais, c'était un classique. On voyait la famille Wang circuler dans le Centre-Georges, même les partisans, tu sais, on les saluait, on savait que c'était tes parents, tout ça. Mais est-ce qu'ils réussissent quand même à venir souvent au Centre-Georges Vézina encore aujourd'hui? Ou c'est sûr qu'ils essaient de faire leur mieux, puis, tu sais, mon père travaille aussi, donc c'est pas à chaque fois qu'ils peuvent se le permettre de le faire, mais à chaque fois qu'ils sont là, je suis super content. Puis ils essaient de venir le plus possible, mais des fois, ils ne sont pas capables. Donc, c'est pas grave. J'ai parlé en introduction, là, c'est vraiment une grosse année. Une grosse année pour les Sags. On vient de sortir d'une période de transaction où on a fait venir des gars comme Thomas Lavoie, on a fait venir des gars de partout, parce qu'on s'est dit, c'est la grosse année pour les Sags. C'est là que ça se passe. Dans ton cas, à toi, quand tu regardes la ligne bleue qu'on a actuellement, c'est une ligne bleue qui est dominante. Là. En tant que joueur qui est là, puis ça fait des années que tu es là, tu l'as vécu, cette transition-là chez les Sags, cette évolution-là. Comment tu vois ça, toi, présentement? Tu t'assois dans la chambre, tu vois ça, c'est comme ça doit être le fun dans ta barouette. Là. Premièrement, je suis vraiment excité d'avoir ces nouveaux gars-là. 3 défenseurs droitiers, c'est vraiment rare. Puis on est passé de 2 défenseurs droitiers à 4 en dedans de 2 semaines parce que Numinen est parti. Là, donc, on est passé de 2 à 4 en 2 semaines. Donc, c'est vraiment surprenant. Mais il y avait des transactions qu'on sentait venir, mais surtout à la Tourigny, c'est quand même une surprise. Donc, on est vraiment excités. Puis, on sait qu'on a une excellente défensive. Puis, on va être capable de rendre la job de nos gardiens vraiment plus facile à chaque soir. Puis, on va être capable aussi de supporter l'attaque. Puis, en tant que joueur, je pense que je vois l'arrivée de ces nouveaux gars-là comme...
je dirais une opportunité d'apprentissage parce que OK. ces gars-là, c'est des capitaines dans leur équipe, puis ils ont du leadership, puis ils ont fait du millage dans cette ligue-là. Puis il y a une raison qu'on les a amenés ici, c'est parce qu'ils peuvent nous aider à gagner la Coupe. Puis je trouve qu'à chaque pratique, à chaque match, je peux les regarder sur le banc, puis je dis, hey, Thomas, il fait ça bien, Jordan ou Alexis font ça bien, puis je peux amener ça à mon jeu parce que au final, le but, c'est que chacun s'améliore dans cette moitié de saison-là, puis qu'à nos séries, tout le monde soit à leur meilleur. Donc, je pense que les 6 défenseurs de notre équipe, on est tous des excellents défenseurs, puis on peut tous apprendre quelque chose de l'autre. Donc, je pense que c'est vraiment un bon milieu pour s'améliorer puis pour aller loin en série. Parce que, tu sais, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'Yannick me disait, tu sais, tous les gars qui étaient là dès le début de l'année, on s'est dit, tu sais, il faut qu'on soit ouvert. C'est-à-dire, il faut qu'on accepte notre temps de glace. Il faut accepter que oui, il y a des gars qui vont venir s'ajouter au line-up. Ouais. Il nous parlait même des nouveaux venus à qui il a pris la peine de discuter pour leur demander comment tu vois ton rôle dans l'équipe. Tu sais, on peut-tu séparer ça, tout ça, puis accepter un rôle peut-être moindre parce qu'on a tellement de potentiel du côté de la ligne bleue. Explique-moi un peu là, cette approche-là de Yannick en se disant je voulais m'assurer que les gars étaient ouverts à ce qu'on fasse ces transactions-là et qu'on fasse venir ces gars-là pour aider l'équipe, tu sais. Mais je trouve que pour avoir une équipe, pour gagner un championnat, tu as besoin des sacrifices. C'est sûr que les 6 défenseurs, pas juste les 6 défenseurs, mais la brigade défensive qu'on a au complet, ils pourraient jouer partout dans la ligue. Puis, les défenseurs qu'on a rentrés, c'est tous des défenseurs numéro 1 dans leur propre équipe. Donc, c'est sûr que le temps de glace de tous les défenseurs, c'est sûr que ça va baisser considérablement comparé à la première moitié de la saison, mais c'est un sacrifice que tu dois faire en tant que joueur pour que ton équipe aille loin. Puis je trouve que c'est quand même une bonne chose parce que on va être plus frais en tant qu'équipe quand on va être en série parce qu'on n'aura pas des joueurs qui vont jouer 30 minutes par match. On aura tous des gars qui vont être autour de 20 minutes à chaque match. Puis quand les playoffs vont s'allonger, là, c'est là que tu vas voir la différence. Que, plus d'énergie, plus dans la game. Tous les défenseurs de notre équipe sont capables de jouer puis sont encore en bonne forme. Puis c'est là qu'on va voir la différence. Puis tu sais, vous autres, parce que là, on a un duo de gardiens qui est probablement encore là un des meilleurs dans la ligue. Là. Pour vous, les défenseurs, est-ce que maintenant, tu dis pas ça dans l'action, mais en même temps, tu dis si je fais une erreur, j'ai un bon gardien derrière moi. Là, là vous avez une bonne attaque, les défenseurs sont sur la coche, puis les 2 gardiens vont être capables de nous sauver des matchs. J'imagine que même pour toi, comme défenseur, ça enlève aussi un peu de pression. Tu veux pas commettre d'erreur, mais ça fait. On est bien balancé. Là. Ouais, mais je suis vraiment d'accord. Puis, ces 2 gardiens-là, c'est des excellentes personnes aussi. Puis, eux aussi, ils ont accepté de faire le sacrifice parce que s'ils étaient dans leurs propres équipes, ils auraient joué probablement en haut de 80% des matchs, mais là, ils vont jouer évidemment moins de matchs qu'avant. Donc, c'est un sacrifice qu'eux aussi font. Puis, c'est la meilleure affaire pour les attaquants. Tu as des gars que, mettons, avant Noël, ils étaient sur l'avantage numérique, mais là, après Noël, peut-être ils doivent accepter un rôle différent. Mais. Fait qu'on laisse l'orgueil de côté. Mais, tu sais, à la fin, quand tu auras la coupe dans la main, puis quand tu auras la bague éventuellement, tu vas pas penser à te jouer combien de minutes, tu vas juste penser que tu as fait partie de une des meilleures équipes de l'histoire des Saguenay, puis tu as été capable de ramener la coupe à Chicoutimi. J'aime ça, moi. Un gars confiant. J'aime ça. Hey, je veux parler de ton expérience au camp d'entraînement des Prédateurs de Nashville. On va le rappeler pour les gens qui ne le savent pas. Tu as été repêché 4e ronde, 122e au total du côté de Nashville. Est-ce que tu sentais déjà avant le repêchage, on est en juin 2025, avant qu'ils nomment ton nom, sentais-tu déjà que les Prédateurs avaient un bon... il y avait le goût d'aller te repêcher. Là. Il y avait vraiment de l'intérêt envers toi. Là. Ben, c'est sûr qu'avant le draft, je dirais qu'eux autres, c'était parmi les équipes les plus intéressés envers moi. Tu parlais à beaucoup d'équipes à ce moment-là? Ou il y avait juste pas tant, mais il y a quand même une couple d'équipes qui avait quand même de l'intérêt. Puis ça a commencé au camp du tournoi Olinka Gretzky en août 2024 ou fin juillet 2024, il me semblait. Puis c'est là que le recrutement a commencé. Puis au travers de la saison, c'est sûr qu'il y a des équipes qui sont venues nous voir parce qu'on avait des excellents espoirs pour le repêchage. Oui, puis c'est ça qu'on me disait. Hein, même vous autres, des fois, après un match ou après un entraînement, des fois, vous avez des rencontres avec des équipes de la Ligue nationale puis des papiers à remplir. Là. C'est fou, là. Ouais, mais tu sais, je me suis...
Parce que moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, qui a beaucoup d'idées. Puis je mettais des documents de côté, puis j'écrivais toutes les réponses. Puis là, après, j'y recollais dans le document. OK. Parce que c'était des milliers et des milliers de mots à chaque fois. Là. Puis, je veux que l'équipe me connaisse. Je suis qui en tant que personne, parce que eux autres peuvent voir avec leurs yeux, je suis qui comme joueur sur la glace. Mais en tant que personne, ils ne savent pas je suis qui en dehors de la glace. Donc, en donnant le plus de détails possible, je me donne la meilleure chance de leur démontrer je suis qui comme personne. Puis évidemment, Nashville, ils ont aimé ma personnalité, puis ils ont aimé mes atouts en tant que joueur de hockey. Donc, c'est sûr que j'avais un feeling que c'était peut-être eux autres, mais OK. la journée du draft, il n'y a rien de garanti. Il y a des échanges, puis là, il y a des choix. Ils jonglent avec des choix, puis tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer. Là. Donc, Et eux autres, ils ont-tu, tu sais, souvent on dit qu'il y a des équipes qui ont des questions particulières ou, tu sais, les Prédateurs de Nashville, comment ça se déroule leur entrevue comme ça là, avec les joueurs one-on-one? ben, c'est sûr que chaque équipe a leur façon de faire. Il y a des équipes qui aiment ça. Envoyer des formulaires, puis ensuite des entrevues en personne, puis peut-être avec le recruteur en chef. Mais chaque équipe avait leur façon. Donc, dans le fond, Nageux, il ne m'avait pas parlé durant la saison, mais je savais que, il me regardait et tout. Mais après que la saison s'est terminée, après le U18, ben, le recruteur de la région du Québec, ben, il m'a appelé, puis on a eu une excellente entrevue. Puis après ça, ben j'ai su que par des gens que je connaissais qui avaient quand même de l'intérêt pour moi. OK, fait que dans le fond, tu as vraiment rencontré tout le monde au moment où tu as été repêché. Là. C'est là que ça s'est passé. Ouais, mais c'était un repêchage comme décentralisé. Ouais, c'est ça. Dans le Hein? sens que les équipes n'étaient pas là. Donc, j'ai vraiment su en même temps que tout le monde à la télé que j'ai été repêché. Puis après mon repêchage, c'est là que l'équipe m'a appelé. C'est fou, pareil. Puis après ça, tu t'en vas au camp. Tu as connu un bon camp avec les Prédateurs. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais à Nashville directement? C'est comment la ville? C'est comment l'environnement de l'équipe? On dirait que c'est une équipe qu'on parle moins souvent, nous autres ici au Québec. On parle du Canadien, on parle des Maple Leafs, on parle... Mais les Prédateurs de Nashville, c'est quel genre d'organisation? Comment tu as vécu ça? Ben, probablement, c'est une excellente organisation. Il y a eu des nouveaux propriétaires il n'y a pas trop longtemps. Je dirais que c'est pas nécessairement une ville d'hockey quand tu vas à Nashville, c'est pour le country, c'est pour Broadway. Tu vas pas là nécessairement pour le hockey. Le Jack Daniels, Ouais. les Titans du Tennessee, Ouais, c'est ça. tout ça. Ouais, puis- mais tu vas pas vraiment pour le hockey. OK. Mais quand je suis rentré, les partisans sont passionnés. Il y avait beaucoup de gens au camp de développement, puis au camp principal aussi. C'est une ville passionnée. Il y a des excellents partisans. Puis je trouve qu'il y a une excellente culture dans l'équipe. C'est sûr que l'année passée, il y avait une année, je dirais, un peu plus décevante pour leur standard. Puis là, cette année, c'était vraiment... Le thème, c'était de bâtir pour une meilleure année cette année. Puis je trouve qu'ils ont quand même une bonne année à date. Donc, je trouve que ça l'a bien été. As-tu Puis, rencontré, mettons, des Steven Stamkos, des oui, Jonathan Marchessault? oui. Ils sont comment, ces gars-là? Mais tu sais, j'ai eu la chance de pratiquer avec eux autres, puis tu sais, ouais. de les affronter en un contre un. Comment puis, ça s'est passé contre Stamkos? je suis pas allé contre Stamkos, je suis allé contre Forsberg. Une OK, couple ben de là, fois. c'est un bon challenge aussi. Puis là. je peux dire que c'est pas mal plus stressant que la compétition présentement. Puis tu veux pas apparaître sur Twitter, puis Forsberg des culottes un défenseur au camp, puis il marque. Donc, tu sais, c'est ça, c'était un peu stressant, mais tu sais, je trouve que j'ai quand même bien fait contre lui. Mais tu réalises à quel point Ça va vite. ça va vite. Les gars sont intelligents, les gars sont tellement bons, puis le gap entre les joueurs juniors et les joueurs de la Ligue nationale, c'est tellement immense que tu peux pas le savoir juste à temps que tu vis dedans toi-même. Parce que, tu sais, après le draft, tu sais, je me suis dit, tu sais, les gars du camp de développement, tu sais, ils vont être bons et tout, mais tu sais, je vais être capable de jouer là-dedans. J'ai été capable de jouer puis, tu sais, d'être un bon joueur, mais tu sais, ces gars-là, c'est des excellents joueurs aussi. Puis Ça te prend une adaptation. C'est une coche en haut du junior majeur. Mais là, au camp principal, il y a des gars qui jouent dans la Ligue nationale, puis des gars qui font des millions, qui font ça pour mettre de la nourriture sur la table. Là. C'est quelque chose de différent. Là. Puis qui ont marqué l'histoire de la Ligue nationale. Ouais, Tu sais, c'est Steven ça. Stamkos a des bagues de la Ligue de la Ouais. Coupe Stanley, Marchessault aussi. Ouais, puis tous tu ces sais, gars-là. j'ai eu la chance de parler avec eux aussi, un peu de parler de la vie et tout. Tu Oh, sais, yeah. c'est tous des gars normaux, mais c'est des individus exceptionnels, puis c'est des personnes qui ont travaillé fort, fort, fort
pour être où ce qu'ils sont. Puis je pense que l'affaire que j'ai appris le plus, c'est vraiment comment se comporter comme un professionnel, être en avance, comment récupérer après les entraînements, comment s'entraîner, l'intensité sur la glace. Comment tu t'es senti la première fois que tu as mis le chandail? Tu sais, parce que c'est un rêve, là. Tu sais, toi, tu joues au hockey depuis que t'es haut comme 3 pommes. T'as connu des grosses années chez les Sags, puis t'as travaillé fort pour être repêché, puis là, tu portes un chandail de la Ligue nationale. Ça doit être hot, ça, pareil, comme feeling, là. Ouais, ben c'est sûr que je m'attendais pas à Nashville, mettons, quand j'avais 2-3 ans, puis j'ai commencé à m'intéresser au hockey, mais c'est sûr que c'était un moment incroyable, puis je pense que tous les kids de notre âge rêvent à ça quand ils étaient petits, puis d'avoir l'opportunité de mettre un chandail après avoir été repêché, c'est quelque chose d'incroyable, puis ça a été quelque chose que je racontais à mes petits-enfants. C'est quelque chose d'incroyable. Ah non, c'est sûr, c'est des belles expériences. On va parler de tes études éventuellement, mais avant, faut que je te teste parce que là, écoute, à l'interne, il y a des gens qui savent très bien. Toi, t'as une mémoire de feu, OK? Ça a l'air que t'as une mémoire de feu. Tous les joueurs à qui on a parlé, on nous a dit, si demain matin, il fallait qu'on soit génie en herbe, le gars qu'on veut à côté de nous autres, c'est Alex Wang, OK? Et il y a un certain Mathieu dans votre équipe qui m'a dit... Alex Wang est capable de nommer les gagnants de la Coupe Stanley un après l'autre. De mémoire. T'en rappelles-tu? Ben, dans le fond, moi, j'ai la liste. OK? Il m'a dit que t'es capable de les sortir année après année. C'est en ordre inverse. Ouais. T'es-tu encore capable de le faire? Puis je dirais dans les années 60, je commence à avoir de la misère. Mais c'est pas grave. Déjà, tu te rends dans les années 90, mais c'est déjà... Si tu me donnes des... Si tu me donnes des indices, on va être capable de faire fonctionner. J'ai hâte de voir. Vas-y à partir de 2025. Donc, 2025, les Panthers. Ouais, 2024, les Panthers. 2023. Golden Knights. 2022. Avalanche. Hey, juste là, moi, déjà, j'aurais eu une mauvaise réponse. C'est quand même mélangeant, je dirais. C'est dans ces années-là. 21-20, c'est Tampa Bay. Ouais, 2019. 2019, les Blues. 2018, Washington. 17-16, Penguins. C'est déjà impressionnant. 15 Blackhawks, 14 Kings. Oui. 13 Blackhawks, 2012 Kings. 2011... Tu sais qu'il y en a qui se rappellent pas qu'est-ce qu'ils ont mangé pour souper hier. Hein? Ouais, c'est génial. OK, fait que 2012, les Kings. 2011 Bruins. Ouais. 2010 Blackhawks. Ouais, 2009 Penguins. 2008 Red Wings. 2007 Ducks. 2006 Hurricanes, 2005, pas de saison. Je fais juste une pause juste pour dire, je l'ai pas préparé avant, OK? Là? Je viens d'y demander, puis ils les sont toutes. OK, 2004. 2004, Tampa Bay. Très bon. 2003, New Jersey. Oui. 2002, Detroit. 2001, Avalanche. 2000, New Jersey. On est encore dedans. 99, Dallas. 98, 97, Détroit. Oui. 96, Avalanche. 95, New Jersey. Oui. 94, Rangers. 93, Canadiens. 92, 91, Penguins. T'as bien les indices, tu n'as pas bien besoin. Là. Ouais, mais au début, c'est pas si difficile. 90, 90, Oilers. On va se rendre jusqu'à temps que tu te trompes, là. 89. 89, c'est les Flames. Ouais. 88, c'est Oilers. Ouais, effectivement. 87, Oilers. Attends un peu. Là, je vais aller dans la bonne page. Oui, encore. 86, Canadiens. Ouais. 85-84 sur les Oilers aussi. Oui, bonne réponse. Puis après, on est rendu à 84, il y a encore les bonnes réponses. 83, 82, 81, 80, c'est Islanders. Ouais. Puis 79 à 76, c'est Canadien. Effectivement. On est rendu à 75. OK, 75. Là, c'est Flyers. Flyers, 75-74, effectivement. OK, 73 Canadiens, ouais. 72 Bruins. Oui. 71 Canadiens, oui. 70 Bruins. Oui. Là, c'est là que 69, c'est Canadien. Oui. 68, c'est Canadien. Oui. 67, c'est Maple Leafs. Oui. 66. OK, 66. Hey, boy. Cherche pas trop loin. C'est Canadien? Ouais.
65, c'est Canadien aussi? Oui, c'est le Canadien aussi. OK. 64. Hey, ça n'a pas de bon sens. Euh, C'est la dernière année qu'on va faire. 64, essaie de deviner c'est qui. Parce que je sais que... Si je te nomme le coach, ça t'aide-tu? Punch Imlach. Je savais même pas. c'est qu'il y a un Toronto? gars- Toronto, effectivement. Puis, Mais pourquoi t'as appris ça? J'ai jamais appris... Jamais appris ça. Ah oui? Non, j'ai... T'as regardé la liste une fois, puis... Non, j'ai jamais regardé la liste. C'est juste que quand j'étais petit, je lisais des... Je pense que j'avais une encyclopédie des Canadiens OK. de 1919 à genre 2009 ou 2019, quelque chose de même. Puis j'ai lu tout le livre au complet. Puis... T'as tout retenu qui avait gagné la Coupe Stanley en quelle année? ouais, pas mal, là. Mais... Tabarouette! Toi, dans tes examens, ça va bien, hein? Toi, j'imagine que côté Ouais, mémoire, côté ça va quand même bien. Ouais, je dirais ça. Parce que ça a l'air que toi puis un joueur, à un moment donné, vous aviez peut-être... Il y a un autre joueur qui avait essayé d'avoir ça de mémoire aussi, là, puis... Ouais. Je sais pas lequel, là, mais Ok. t'es-tu le seul dans la chambre qui est capable de faire ça? Ben, je connais pas d'autres personnes qui le savent. doit pas en avoir mais, ben, là. Non. Là, ils ont pris, mais c'est très... Je trouve que c'est un peu inutile, là, rappeler... tu t'en vas, je sais pas, si tu t'en vas en date avec quelqu'un, puis tu dis, hey, je connais les gagnants de la Coupe Stanley. Ils vont, Une fille qui aime le hockey. ils vont pas dire, hey, good job, wow, c'est. Ben, ça dépend. Tu sais, regarde, ça fait que t'es Ouais. un homme instruit, t'as une Ouais. mémoire. Tu sais, comme ça, on va être sûr que t'oublieras pas de faire un ménage, ben, que t'oublieras pas un anniversaire important. Là, Ouais, tu sais. c'est vrai, ça, c'est se rappeler des dates, ça, c'est important. Sinon, ça joue contre toi. Si tu t'en rappelles pas, elle va s'en rappeler, puis elle va dire tu connais tous les gagnants de la Coupe, mais tu te rappelles pas qu'il fallait que tu fasses le lave Ouais, même mes parents, ils disent ça, que ma mémoire, c'est pour des choses inutiles. Donc, J'adore ils ça. disent que je suis juste bon pour ça. À part ça, j'ai pas grand-chose que je suis capable de faire. Hey, on parle Ouais. d'études, on parle de mémoire. Tu vas vivre Ouais. tout qu'un triple l'année prochaine, on va se le dire. Ouais. Là. Tu sais, c'est Harvard, tabarouette. Comment ça vient dans ton processus, ça, Harvard? C'est-tu toi qui les contactes? C'est eux autres qui te contactent? Ça vient de où, cette opportunité-là, d'aller jouer pour Harvard? Mais dans le fond, ça n'a pas commencé l'année passée. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que ça a commencé. Donc, dans le fond, excuse-moi. Vas-y. Regarde, moi aussi. On va faire ça en dur. Ouais, on va. Je commence à avoir mal aux mains. Ouais, dans le fond, quand je jouais pour les Vikings de Saint-Eustache, Ouais. Midget 3, on a eu une excellente saison, puis on a eu une excellente équipe. Puis c'est là que, à partir du 1er janvier 2023, pour mon année de recrutement, c'est là que les universités ils puissent commencer à te contacter. Ah ouais, fait que ça a Puis- commencé là. Oui, puis après le 1er août, c'est là que tu décides ton engagement universitaire, mais tu n'as pas besoin de décider le 1er août, mais c'est Ok. là la première journée que tu peux le faire. Donc, je dirais, après que la saison soit terminée, puis avant le repêchage de la GMQ, il y a eu une équipe USHL, les Dubuque Fighting Saints, qui m'ont repêché. Ok. Puis, En Dans sachant le fond, pas si t'allais venir à ce moment-là. ouais, c'est ça. finalement, t'avais Ils m'ont choisi les repêché genre en Sags, 10e puis, ronde. Puis, dans le fond, si j'allais NCA, il fallait que j'aille soit USHL ou BCHL, donc une ligue haute que le junior majeur, avant d'aller universitaire. Parce Dans que, l'ancienne réglementation. ouais, c'est ça, dans l'ancienne réglementation. Donc, Et t'avais choisi les Sags pareil à ce Ouais, moment-là. c'est ça. Donc, il y avait le choix entre Harvard puis certaines autres universités que je ne vais pas nommer par respect, mais tu sais, c'était des excellentes options, puis leur staff, puis c'était excellent aussi. Mais Harvard m'avait approché, puis il voulait que je m'engage universitairement à seulement, je pense, 16 ans. Ok. Donc, évidemment, j'ai refusé cette offre-là parce que je voulais jouer avec les Sags, puis je trouvais que en tant que développement, en tant que joueur de hockey, les Sags, c'était la meilleure place pour moi. Donc, avec ça, j'ai dû refuser Harvard, puis j'ai été avec les Saguenayens, puis grâce aux Saguenayens, j'ai été capable de vivre le U17, le Olinka Gretzky, puis le U18. 3 expériences incroyables avec le L'équipe Canada aussi au travers Puis, de tout ça. Oui, c'est puis- ça. Puis j'ai été chanceux d'avoir gagné ces 3 tournois-là. Puis je pense que sans les Sags, ça a été quand même difficile d'avoir vécu ces expériences-là. J'imagine qu'ils regardent tes notes aussi. Ils doivent regarder ton Ouais. bulletin en disant, mettons que tu as Ouais. des C ou bien tu as une moyenne de Mhm. 70. Ouais, J'imagine qu'ils ne t'appelleront pas demain matin non ouais, plus. c'est là. ça. Puis aussi,
ça a été une des raisons pourquoi j'ai été repêché. Les Sags, on avait une excellente équipe l'année passée, puis j'ai quand même eu une saison correcte, donc ça m'a aidé à être repêché. Puis avant le repêchage, c'est là que Harvard m'a contacté parce que la nouvelle règle avait changé durant l'année. Puis je trouvais que ça allait être une bonne étape, mettons, entre le junior majeur puis le professionnel, parce que universitaire, tu as des gars de 20 à 25 ans, contrairement au junior majeur où tu as des gars de 16 à 20 ans. Tu l'as été toi-même. Oui, puis tu sais aussi, c'est une ligue, le junior majeur, c'est une ligue qui va rajeunir parce que tu auras beaucoup de jeunes qui hésitaient entre la NCAA puis le junior majeur, qui vont venir junior majeur parce que c'est la meilleure ligue au monde pour les 16-17 ans. Donc, je trouvais que pour mon développement, c'était une bonne place pour jouer contre des gars plus vieux, plus forts physiquement, avant d'éventuellement tenter ma carrière en tant que professionnel. Tu sais, il y en a plusieurs, puis je regardais dans les questions du public. Il y en a qui se demandaient, t'étudies en quoi? T'sais, pour aller à Harvard, j'imagine que tu as un plan de carrière, tu as un plan B. T'étudies en quoi? C'est quoi que tu aimerais faire dans la vie à part le hockey? Dans le fond, j'ai fait mon secondaire 5 à l'école de Dominique Racine. Puis après ça, j'ai fait comme une demi-session, en fait une session complète au cégep de Chicoutimi en sciences de la nature. Puis après ça, j'ai fait le switch au grade 12. Dans le fond, c'est comme un secondaire 6, mais vu qu'au Québec, on a le cégep, ça ne fonctionne pas de la même façon. Mais ailleurs, en Ontario puis aux États-Unis, ils ont un secondaire 6. Donc, j'étais en train de faire mon secondaire 6. OK. Je pense que j'ai 2 cours d'anglais, 2 cours de maths. Je pense que j'ai chimie, physique. Eh mon Dieu! Tu joues au hockey au travers de ça, là? Ouais, sciences de l'espace. Puis j'ai une couple de cours. Je pense que j'ai 7 cours au total à faire. Eh mon Dieu! Tu as plus de cours que, mettons, un autre joueur régulier dans la ligue, là. Ouais, tu en as plus, mais tu sais, je fais des cours en termes de segments. Je pense que j'ai fini chimie puis un cours d'anglais. Puis là, j'avance dans d'autres cours. Mais éventuellement, le but, c'est de finir tous mes cours le plus rapidement possible. Bien sûr, en maintenant une bonne moyenne académique. Tu as des cours l'été aussi, je pense, hein? Dans le fond, cet été, oui, j'ai pris des cours pour m'avancer un peu. Mais comment tu fais pour jongler entre la pression d'une année comme celle-là, qui est éventuellement pour gagner une Coupe Memorial, on va arrêter de se le cacher, là, c'est ça qu'on vit cette année. Puis tes études comme ça, il faut que tu sois excellent dans les deux. Comment tu fais pour jongler avec ça? Je pense que probablement c'est de la discipline. Puis c'est ça le plus important. C'est sûr que si tu n'es pas dédié à faire les deux en même temps, tu ne vas pas être capable de bien faire dans un ou l'autre. Puis je trouve que pour être discipliné sur la glace, tu dois être discipliné hors de la glace. Puis pour être discipliné hors de la glace, il faut que tu sois discipliné sur la glace. Donc ça va des deux sens. Puis je trouve que la discipline, c'est quelque chose d'important partout dans la vie. Puis d'être capable d'appliquer ça à un jeune âge, ça va être quelque chose qui va m'aider dans le futur. Puis je pense que la deuxième affaire, c'est de l'organisation parce que tu dois jongler tes pratiques, tes entraînements physiques, ta récupération, ta nutrition, ton école. Tu sais, c'est beaucoup de choses à jongler en même temps. Mais si tu es capable de t'organiser comme il faut, c'est sûr que ça va rendre la job plus facile. J'ai envie qu'on aille justement, puis on va terminer là-dessus, les questions du public. Toujours le fun. Puis d'ailleurs, on va essayer de le faire. T'sais, normalement, quand on a un balado, vous allez voir la semaine même, on vous pose la question via le Facebook des Sags. Je sais que Thomas la partage aussi, je la partage aussi. Donc, question du public. Et il y en avait des pas mal intéressantes. Danny, je vais commencer par Danny, parce qu'il y a une question très plus... touchy, mettons. C'est qui le meilleur coach en power skating? Je sais pas pourquoi il veut savoir ça. Okay. Power skating. Bon, premièrement, power skating, ça, c'est quand vous décollez sur la glace. Oui, mais tu sais, c'est des entraîneurs de patins. C'est qui le meilleur? Il y en a une couple, donc je veux pas trahir du monde ici. J'en dire une couple. Premièrement, au Saguenay, c'est mon père de pension, là, c'est Chris Gay. OK. Lui, c'est un excellent coach de patin. Maintenant, il travaille aussi avec les Saguenay, avec les joueurs qui ne viennent pas sur la route. OK. Lui, ils sont blessés ou quoi que ce soit. C'est un coach super technique, puis il fait une super bonne job. Chez moi, j'ai travaillé avec beaucoup de coachs. Premièrement, mon père. Ah ouais? Ouais, mon père, même si, mettons, il a un peu de la misère à patiner, c'est un excellent coach. Puis, tu sais, je l'écoute pas mal, même si je sais que je patine mieux que lui parce qu'il
il est capable. C'est tellement une personne technique que, tu sais, lui, il analyse tellement les affaires. Genre, si quelqu'un vient chez moi, il va me montrer, il y a des. Dans le temps, tu n'avais pas des vidéos et tout. Il y avait des cartables, il a imprimé genre des livres sur le hockey, puis il lisait ça. Puis... Fait que Danny, s'il a besoin d'aide, peux-tu contacter ton père ou. Ben là, si tu es au Saguenay, ben, bien sûr Chris Gay. Mais tu sais, si vous êtes à Montréal, à part mon père, il va sûrement être occupé par le travail, tu as Martin Scully. OK. Lui, depuis que je suis jeune aussi, super technique aussi. Lui, je pense qu'il a même fait du Disney en ice, vraiment impressionnant. Puis, tu sais, lui, c'est super technique. Puis, fait qu'il a appris le power skating à Dingo. Puis, tu sais, il y a une bonne partie des choses que, tu sais, ça fait 2-3 ans qu'il m'apprend la même affaire, mais je suis pas capable de le faire parce qu'il est tellement bon, il est tellement agile, ses patins. Vous êtes rendu dans les détails à votre niveau. Là, puis un autre, c'est Igor Chinaev. Lui, c'est un Russe. Il vient pas de Val-d'Or. Hein? Ouais, non, il vient pas de Val-d'Or. Puis évidemment, en Russie, c'est quand même connu, l'Union soviétique. Puis la Russie, quand ils étaient jeunes, leur méthode d'entraînement, c'est un peu... je dirais que c'est rare de voir ça aujourd'hui, comment c'est intense. Puis lui aussi, c'est des détails, c'est la posture, c'est l'explosion. Donc, je dirais au Saguenay, Chris Gabe, mais à Montréal, évidemment, Martin Scully puis Igor, c'est deux gens qui m'ont vraiment aidé. Une mention honorable à ton père. Oui, bien sûr. Cynthia qui veut savoir ton moment le plus fort que tu as passé jusqu'à maintenant chez les Sags. Peut-être qu'il y en a qui s'en viennent, des gros moments avec les Sags. Mais jusqu'à maintenant, ce serait quoi? Ben, je dirais que ça serait à 16 ans quand on a balayé les Wildcats de Moncton. Ouais. Le match numéro 3 puis le numéro 4 à Chicoutimi, c'était quelque chose d'incroyable. Moi puis Jonathan, puis Nathan, puis Émile, on n'était même pas allé à l'école parce qu'on savait qu'on avait des gros rôles à l'équipe puis on avait besoin de cette énergie-là de plus pour jouer contre les Wildcats. Je me rappelle dans cette série-là, Usero, il avait été sorti de la série. Ouais. Boulans a été aussi sorti de la série. Puis on s'était ramassé avec Craig Armstrong comme défenseur. Puis il y avait moi, Jonathan Desrosiers, puis Jonathan Prudhomme, qu'on a joué des minutes que peut-être on ne jouait pas autant que ça en scène régulière. Surtout moi puis Jonathan en tant que défenseur à 16 ans, c'est quand même rare de jouer des 25-30 minutes en série. Puis c'est de la belle expérience. On a été capable de le faire à 16 ans, puis je pense que ça a été incroyable de voir les partisans être derrière notre dos. Puis je trouve qu'on était des underdogs comparé à Moncton qui avait une excellente équipe. Puis on a été capable de garder ça puis de gagner cette série-là. Donc, je trouve que c'est sûr qu'il y aura des très beaux moments qui vont venir, mais on se le souhaite. En tant que joueur de 16 ans, tu t'attendais pas à jouer 30 minutes en série puis à jouer contre une bonne équipe de même, puis on a été capable de même gagner contre eux autres. Vous avez bien fait. En plus, c'est ça qui est le fun. Coralie, c'est elle qui se demandait c'était quoi ton métier plus tard. Ouais. En fait, c'est quoi, quel métier tu aimerais faire? On parlait de tes études, mais quel métier tu aimerais faire? Dans le fond, c'est sûr que là, je suis en sciences de la nature. Mais là, je n'ai pas encore décidé c'est quoi que je vais étudier à l'université. C'est encore dans quand même longtemps. Puis, tu n'as pas besoin de choisir ton major. C'est ça qu'on appelle aux États-Unis avant ta deuxième ou même troisième année. Donc, c'est sûr que je vais garder mes portes ouvertes. Puis, je vais mais toi, tu es mettons médecine, avocat. C'est sûr que médecine, c'était quelque chose qui m'intéressait. Mais aux États-Unis, il faut que tu fasses une pré-médecine. OK, ouais. Mettons, tu fais genre kinésiologie avec tes prérequis de médecine. Puis après ça, tu fais ta médecine. Puis après ça, il faut que tu fasses ta spécialisation. Donc, c'est sûr que en tant que quelqu'un qui espère devenir un joueur de hockey professionnel, c'est sûr que c'est un peu plus difficile. Décisions à prendre. Là. Oui, c'est beaucoup d'années d'études. Puis je trouve que quelque chose comme la finance, la business, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve que probablement c'est en lien avec ma personnalité. Je suis quelqu'un qui est capable de bien communiquer avec les autres personnes. Je suis quelqu'un qui a de l'imagination, qui est capable... bonne mémoire aussi, on l'a vu tantôt. Là. Qui est capable de travailler sous la pression parce que, tu sais... en tant que joueur de hockey, tu as appris à faire ça aussi. Tu es sous la pression constamment. Puis je trouve que le milieu de la business, peut-être commencer une business, gérer une business ou... faire des investissements, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais comme j'ai fait toute ma vie, je veux garder les portes ouvertes. Je veux laisser le destin me mener
où ils croient que c'est la meilleure place. Puis je pense que on va laisser ça aller, puis on va voir où ce que je me rends éventuellement. De toute façon, tu as une coupe à gagner avant. Ouais. Et JS, on termine avec JS qui dit comment tu as développé ton côté offensif sans nuire à ton côté défensif. Et c'est vrai, cette année, toi, tu es au-dessus du point par match là, cette année. Là. Mais je trouve que c'est sûr que c'est en regardant beaucoup de vidéos, en étudiant les meilleurs joueurs. Puis aussi, je pense que ça revient aux bases de hockey parce qu'il y a différents types de joueurs offensifs comme défenseurs. On le voit présentement dans notre équipe. Tu as des Thomas Lavoie, qui c'est des générales à bleu, des Alexis Bernier qui ont des excellents lancers qui peuvent marquer directement de la bleue, même des fois sans écran. Mais tu sais, j'ai pas leur shot, on va se le dire, mais j'apporte d'autres choses à la table. Tu sais, j'ai un excellent coup de patin. Je suis capable de réfléchir d'une autre façon vu que j'étudie les meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Puis aussi, c'est la créativité qui m'aide en tant que joueur offensif. Il ne faut pas que tu aies peur de tenter des choses que peut-être tu vas faire une erreur, mais tu sais que quand tu vas être capable de le réussir, tu vas être capable d'avoir du succès parce que on va se dire, quand j'avais 16-17 ans, j'ai fait des feintes à bleu, j'ai perdu le puck, j'ai fait des revirements, j'ai pris des punitions. Mais t'apprends de ça, tu sais. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis la raison pourquoi, même si je fais ça, les coachs, ils me font confiance, c'est qu'ils savent que quand ça va être 2-2, puis le match numéro 4 de la finale, puis là, je vais avoir confiance de faire cette feinte-là. Puis je l'ai tellement pratiqué que je sais que je vais être capable de la réussir. Puis je pense que c'est un remerciement à eux autres de m'avoir donné cette liberté-là. Puis, cette confiance-là oui, aussi. cette confiance-là aussi. Puis je trouve que pour les jeunes joueurs qui espèrent peut-être un jour devenir un joueur plus offensif, mais il ne faut pas que tu aies peur de tenter des choses. C'est sûr que tu ne peux pas aller au-dessus de la limite où ce que tu fais juste des erreurs puis tu respectes pas le plan de match de l'équipe. Mais je trouve qu'en tant que joueur de hockey, surtout au côté offensif, c'est que tu dois respecter le plan de match de l'équipe, surtout défensivement. Mais offensivement, tu peux te donner un peu de liberté tout en respectant le plan de match. Un gros merci, Alex. Puis une bonne fin de saison. On va souhaiter bien du fun au Centre Georges Vézina. Ouais. On en a déjà pas mal, on va se le dire. Et bonne fin de saison. Puis amène-nous la coupe. C'est le fun. Ça va être ça le but de notre équipe. Puis on va travailler fort pour atteindre ce but-là. Merci, Alex. Merci.